Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard croisé, un nouveau numéro, le quatrième de ce mois et de cette semaine pour parler des sujets 4. Comme d'habitude à ce menu, nous parlerons d'abord du Bénin. Une douzaine de civils ont été tués à Kéru, dans le nord-ouest du pays. Après, nous irons au Mali. Le mouvement Yereolo demande le retrait de la MINUSMA. En Côte d'Ivoire, à Finguesson signe avec le RHDP un accord de partenariat. Puis nous allons terminer par le Togo, classement RSF sur la liberté de presse, 110e sur 180 avec un bond de 30 places. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Donatien Awesso, vous êtes homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien, je rappelle également que vous êtes conseiller municipal. Oui, bonsoir, salut Guillaume, salut à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'aimerais d'entrée de jeu commencer avec cette préoccupation qui me tient vraiment à cœur concernant le recensement électoral qui est actuellement en cours, où véritablement dans plusieurs centres de recensement, nos populations souffrent et puis nos mamans qui se réveillent à 4 heures, 5 heures pour venir rester sous le soleil. Certains monnaient, comme on appelle la carte d'électeur avec 2-3 000 francs, et puis la lenteur des machines et aussi le manque de matériel, on va le dire, le manque de matériel compte tenu de l'affluence qui vient. Ça me tient vraiment à cœur que la CENI puisse réfléchir à voir l'engouement que les populations ont avec ce recensement. Il va falloir que ce samedi qui est le 6, où on a donné comme deadline, que la CENI revoie carrément cela, que au moins une semaine même puisse encore être redonnée dessus, parce que véritablement si vous allez dans les centres de recensement, c'est l'affluence et les gens souffrent énormément. Ça fait mal quand vous les voyez, et moi en tant qu'élu local, ça ne me plairait pas que je vais dire ceux qui m'ont donné leur mandat, mes mandataires puissent être sous le soleil comme cela et que je les vois sans rien y faire. C'est cette modeste voix que j'élève à l'endroit de la CENI, parce qu'on a dit indépendante, elle est indépendante, qu'elle prenne ses responsabilités pour que ce recensement aille bien. Je crois que la préoccupation est fondée, la CENI a sûrement écouté le message, on avisera dans les jours à venir. Et le deuxième invité aujourd'hui, Robert Kosigan Kwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je salue très sincèrement Tablibo, Sédomé. Je salue aussi Cotonou, je salue Abidjan et je salue toute la diaspora togolaise de par le monde. Nous recevons vos critiques avec beaucoup d'humilité, mais acceptez parfois aussi qu'on vous critique un tout petit peu et ne soyez pas fermés à la critique. Ça va enrichir le débat. Merci, c'est le principe de cette émission Regard croisé où nous croisons différents points de vue sur les sujets que nous abordons. Ce qui nous amène directement au tout premier sujet, le Bénin. Une douzaine de civils tués à Kéru dans le nord-ouest. Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai, des individus armés non identifiés ont tué une douzaine de personnes dans le village de Kaobagou, dans la commune de Kéru, dans le nord-ouest du Bénin. Une attaque sur laquelle est revenu le gouvernement béninois ce mercredi lors de son conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Ngweji, a pointé du doigt une faille dans le dispositif sécuritaire des forces de défense et de sécurité. Une enquête est annoncée pour situer les responsabilités et tirer les leçons qui s'imposent. Alors, la menace devient de plus en plus sérieuse sur les pays côtiers et surtout sur le Bénin qui a connu plusieurs cas de tentatives d'incursion depuis ces derniers mois. Robert Kosigan Kwete. Oui, il va sans dire que le Bénin, le Togo, même jusqu'en Côte d'Ivoire, le Ghana, sont aujourd'hui la proie et la cible des djihadistes. La fois dernière, je ne suis pas étonné qu'il y ait eu cette attaque au Bénin, d'autant plus que le responsable de l'État islamique a fait une interview et a pointé du doigt le Togo et le Bénin comme quoi sont des pays qui sont ouverts à la France, qui soutiennent la France contre eux, et donc ils ont décidé alors de les punir entre guillemets. Moi j'ai dit il va falloir que les pays de la sous-région ouest-africaine se donnent la main et fassent tout pour décrocher
alors au niveau de l'ONU, une résolution devant forcer la main à l'OTAN, aux États-Unis et à la France, qui ont semé du bordel là-bas en Libye, d'aller faire le service après-vente. Sans quoi, nos États seront toujours sous pression de ces djihadistes-là. Et la fois dernière, même j'ai lu aujourd'hui, ce matin, un officier algérien qui a dit l'Occident, soit où les colons, mettent beaucoup de pression sur nos pays pour qu'ils ne s'enrichissent pas en matière d'armes. Or, aujourd'hui, nous sommes exposés à un danger qui nécessite beaucoup d'armes et beaucoup de technologies en matière de sécurité et de défense. Or, nos pays sont déjà sous pression de beaucoup de choses, dont le côté social, le côté économique et tout, n'arrivent pas à trouver de l'argent. Vous allez constater que même le FMI a laissé un gap pour lequel aucun pays ne doit le franchir pour alors s'acheter de l'armement. Et puis parfois, on exige que, alors, par exemple, le Togo ou le Bénin doivent s'acheter, s'ils veulent des armes, ne doivent pas diversifier alors le pays, c'est-à-dire ne doivent pas passer. C'est les accords que les pays là-même ont signés à l'époque mais je crois que nous sommes arrivés à un moment où il faut que nos États puissent dépasser ces accords-là pour faire appel alors à d'autres expertises qui puissent les aider à faire face à cette guerre asymétrique, parce que personne ne peut dire aujourd'hui que voilà le terroriste. Le terroriste aujourd'hui est difficilement identifiable. Comment l'identifier? On ne sait pas. Peut-être qu'il est avec vous à la maison, peut-être qu'il est avec vous à la mosquée ou à l'église et tout. Et donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème lié à la tuerie organisée par Sarkozy de Kadhafi. Moi, je me dis, c'est aussi l'hypocrisie de nos dirigeants qui ont orchestré cette mort tragique et la situation que vit aujourd'hui la Libye. Si tous les Africains étaient soudés autour de Mohamed Kadhafi dans le temps, ils pouvaient empêcher alors à ce que cette bordel soit semée, parce que je vous dis, c'est après sa mort qu'on se rend compte. Mais oui, il y a ATT, il y avait ATT Toumani Touré, paix à son âme, qui avait soulevé son petit doigt et il est allé voir Sarkozy pour lui dire: ce plan machiavélique que tu mets en place, si jamais tu réussissais à le mettre en marche, il y aura ci, il y aura ça. Et voilà, nous sommes confrontés à ce problème-là. Raison pour laquelle vous allez constater aujourd'hui que le monde n'est même pas droit, le monde n'est même pas juste. Sinon, aujourd'hui, des gens comme Sarkozy ne doivent pas avoir alors la liberté d'aller et de revenir. Malheureusement, Sarkozy n'est pas venu prendre des armes en Libye. Non, je dis, c'est pourquoi. Non, écoutez, c'est pourquoi je dis, si c'est pas une résolution obtenue à l'ONU, qui lui a permis de venir faire tout ce qu'il a fait en Libye, il va falloir que obtienne une résolution au niveau de l'ONU qui force la main à l'OTAN, et alors tous les pays qui ont prêté main forte à l'OTAN pour la destruction de la Libye à faire le service après-vente. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est aussi longtemps que la Libye ne va pas retrouver la paix et la quiétude, nous n'aurons jamais la paix, parce que c'est devenu une voie libre pour tous ceux, pour ces bandits enturbanés. C'est là où alors ils se ravitaillent en tout, en armement, en munitions, et puis c'est par cette voie-là qu'ils font toutes sortes alors de trafic. Aujourd'hui, quelles sont les ressources que nos États disposent pour faire face à cette guerre-là? Il n'y en a pas. Et donc moi je dis, aujourd'hui, le Bénin est confronté à ce problème. Et c'est vrai que il y a eu une faille dans ce dispositif, mais on ne peut pas. Vous savez, la perfection n'est pas humaine, hein? Elle vient de Dieu. On viendra sur cet aspect de la faille tout à l'heure. Mais votre appréciation, depuis un moment, les pays côtiers subissent aussi ces attaques de façon perpétuelle. Le Bénin en a connu beaucoup plus que les autres ces derniers temps en réaction. Ça fait toujours mal quand on apprend qu'il y a des gens qui sont tués par des hommes sans foi ni loi, surtout à des visées, je vais dire, un peu religieuses, parce que on parle de terrorisme et on parle un peu aussi de djihadisme, mais ici on va plus mettre un peu le distinguo, parce que personne n'a encore réclamé le côté religieux. Mais je me demande, j'avais dit ici sur ce plateau que j'aurais bien aimé avoir une force task au niveau de la CEDEAO, ou bien de ces pays-là qui sont attaqués. J'aurais appris que cela est un peu en gestation, mais c'est pour limiter les coups d'État.
ils veulent fusionner des armées d'une certaine manière pour éviter des coups d'État. Si jusqu'à maintenant, ces pays qui sont attaqués... aussi pour la sécurité. Hein. Oui. Il y a d'autres initiatives aussi. Si jusqu'à maintenant, ces pays qui sont attaqués ne peuvent pas s'unir pour, je vais dire, avoir une force commune et puis aller à l'encontre, on connaît... Il y a des moments, bien sûr, que c'est une guerre asymétrique. On ne sait pas réellement où se trouve l'assaillant qui va venir vous attaquer. Mais des fois, on avait vu la colonne là qui avait, je pense, si c'est pas Kwekwa Gandhi au niveau du Togo, on les avait vus à moto. Ils allaient hein, de manière à la file indienne sur une moto. Pourquoi ne pas pouvoir faire barrage au niveau du No Man's Land qui est au niveau de du Burkina ou entre les frontières, entre les frontières. Si jusqu'à maintenant ces pays, surtout de l'ONU, je dis de l'ONU, n'arrivent pas à s'entendre pour qu'on puisse véritablement faire barrage à ces terroristes, mais on mobilise tout pour aller aider l'Ukraine contre la Russie, il faut savoir que véritablement il y a deux poids deux mesures. Je me pose aussi la question, où est-ce que ces terroristes trouvent ces armes-là, ces armes lourdes? Ces terroristes ne fabriquent quand même pas les armes, ils les achètent. Ils les achètent d'où? Ils les achètent de certaines personnes qui vivent sur la vente des armes, parce que vous savez très bien, dans ce monde, il y a 2 ou 3 usines qui fonctionnent très bien. C'est l'usine de l'armement et l'usine pharmaceutique. Si vous ne tombez pas, ça y est, on vous fait tomber malade pour vendre des produits, ou bien on crée de la zizanie et on vend des armes à X et à Y et puis ça tourne. Non, okay. Il y a trop d'hypocrisie de la part de plusieurs dirigeants de ce monde, on ne va pas dire africains, plusieurs dirigeants de ce monde qui vivent sur cette guerre-là qui se transforme en guerre entre les États, et ce sont des civils. Ce ne sont pas des militaires qui sont tués, ce sont des civils qu'on abat comme, je vais dire, des chiens en chemin sur une voie de Cara, juste pour faire de l'humour, là. Non, c'est pas bien. Quand on tue des gens comme cela, juste pour la cause du terrorisme... On a compris le message. Alors, le point de presse du gouvernement, sans fournir trop de détails, avait pointé du doigt une faille sécuritaire, vous le disiez tout à l'heure, dans les dispositifs mis en place et dont les conséquences seraient donc cette attaque-là. Le président Patrice Talon veut en savoir plus et prendre les dispositions qui s'imposent. Moi, ma question, est-ce que vous pensez que les armées, surtout celles du littoral, ont du mal à contenir les menaces ou présentent de façon générale des défaillances, ou bien cette défaillance dont parle le gouvernement béninois serait un fait isolé qu'il ne faut pas généraliser? Oui, pas un fait isolé, c'est un fait qu'il faut considérer. C'est bien que le gouvernement ait diligenté des enquêtes pour connaître les mobiles pour lesquels il y a eu cette faille-là, mais vivement que l'armée travaille de sorte qu'il n'y ait plus de ces incidents, parce que la vie humaine est très sacrée, d'ailleurs sacrée et reconnue par les constitutions de nos pays. Donc il faut travailler à ce qu'il y ait toujours... une vigilance accrue de nos forces de défense et de sécurité, et surtout que la veille soit toujours gardée au maximum, que l'alerte soit au maximum et au rouge. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, seul Dieu est parfait, et on peut aujourd'hui considérer que cette faille-là est due à la faute humaine, et ça paye cash. Vous savez, il faut dire que depuis un moment, les forces armées béninoises mettent beaucoup de pression sur ces djihadistes-là, et qui aussi veillent au grain. Et donc, dès qu'ils ont trouvé une petite faille, ils ont profité alors pour semer du bordel. Malheureusement, la vie humaine a été touchée. Nous présentons nos sincères excuses, nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées au pays, le Bénin. Nous voulons aussi dire que, vous savez, parfois, c'est des taupes. On peut aussi parler des taupes. Parfois, ces gens-là aussi ont beaucoup de renseignements. Ils infiltrent nos armées aussi parfois pour avoir des renseignements. Et dès que l'occasion se présente, ils assènent un coup qui devient fatal aux militaires et aux civils. Donc, vivement que l'enquête soit bien faite et que les tenants et les aboutissants soient connus pour que, éventuellement, le Bénin prenne des dispositions adéquates pour alors ne plus jamais tomber dans ces pareilles situations.
Donatien, Oui. on parle de failles dans le dispositif sécuritaire. Une enquête sera diligentée pour situer les responsabilités, pour en tirer les leçons. Est-ce que c'est un fait général, un fait banal qui peut arriver à tout le monde ou bien il faut y voir de près? Ouais, Monsieur Akwete a si bien su le dire. Hein, c'est aussi un langage, on va dire, un langage gouvernemental pour des fois voiler la vraie situation et aussi ne pas saper le moral de ces militaires qui sont toujours au front. Cela peut être autre chose, mais juste pour dire, c'est comme nous avons la formule spéciale que nous avons ici qui dit malgré quelques irrégularités qui se sont passées, cela n'entache pas la crédibilité. Voilà, c'est juste pour je vais dire euphémiser ce qui s'est passé. C'est le côté guerre asymétrique là qui me touche un tout petit peu, où on ne pourrait pas. J'avais demandé ici que les pays puissent revenir sur le service militaire. Le service militaire maintenant, que nous ne savons pas véritablement à qui nous avons affaire. Si nous voulons faire un service militaire, même le terroriste viendra se faire former. Chez nous, oui, sinon on a besoin, parce que lorsqu'on arrive pour taillader une famille, si vous savez vous défendre, vous pourrez quand même facilement faire face à ces gens-là et les repousser. Cela aussi peut être une taupe, comme l'a dit le grand frère à côté, une taupe envoyée pour infiltrer le système, le dispositif mis en place pour savoir véritablement par où passer. Et quand vous faiblissez un tout petit peu, les terroristes rentrent et frappent. Et ça, franchement, c'est de la vigilance qu'on doit toujours avoir à chaque fois que tout le monde, la fibre patriotique doit revenir. Et cette fibre patriotique doit revenir à travers la distribution, bien le partage, pas forcément équitable, mais le partage raisonnable des ressources des pays. Quand des gens se sentent fusés dans des endroits, le patriotisme ne se lèvera pas. Quand le patriotisme ne se lève pas, les terroristes jouent sur cette, ces fibres-là, ces fibres de ressentiment contre la gestion du pays. Ces terroristes jouent sur ça. Donc, notre régime ici, notre gouvernement aurait compris et a commencé par envoyer des milliards au nord pour revitaliser le secteur avec des projets. Parce que avant, vous allez au Grand Nord, dans la région des Savanes, vous pouvez tutoyer totalement la misère, mais ils ont compris que cela soit ainsi aussi pour le Bénin, parce qu'au Grand Nord, il y a aussi la misère là-bas, c'est pas trop loin de notre Grand Nord. Merci beaucoup à vous, Donatien Ouessor, et à vous, Robert Kossigan, à côté. Nous marquons la première pause, puis on revient pour la suite de ces débats.